Bonjour à toutes et à tous, Construction modulaire, le retour. Eiffage Construction vous propose un nouveau rendez-vous consacré à la construction bas carbone. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait parlé de construction bois. Aujourd'hui, c'est un mode constructif très en vogue et en essor qui sera au cœur de nos préoccupations, la construction modulaire. De quoi s'agit-il réellement? Quels sont les avantages et les limites de ce qu'on appelle souvent la préfabrication ou le hors-site? Ce hors-site est-il vertueux en matière d'émissions de CO2? Est-ce qu'il laisse une place à la créativité de nos amis architectes? Des questions comme ça, il y en a des dizaines et même davantage. On a essayé d'en sélectionner quelques-unes qui nous paraissaient susceptibles de couvrir le sujet, en tout cas de nombreuses problématiques liées à cette construction modulaire. Des intervenants que je vous présenterai au fur et à mesure de leur arrivée sur cet écran ont accepté de nous rejoindre et de nous accompagner. Ils ont accepté surtout de jouer le jeu de la concision, de la précision, de la vulgarisation, ce qui n'est pas évident pour un sujet aussi technique. Vous avez également la possibilité de vous exprimer. Certains l'ont déjà fait au cours de la semaine qui a précédé ce live. Et vous avez votre chat sur la partie droite de l'écran. N'hésitez pas à nous solliciter, à exprimer vos questions, pourquoi pas vos doutes et vos interrogations. Vous pouvez le constater, les règles de distanciation présentielle sont respectées. Nous avons ce masque qui nous contraint, qui nous oblige, mais qui est tellement utile par les temps qui courent. Le cadre est posé, le contexte aussi. On va pouvoir partir sur les traces de cette construction modulaire. C'est parti. Alors, on va donc procéder par questions simples et réponses rapides. Et le premier que je vais interpeller, c'est l'ami Pascal Chazal. Est-ce que Pascal m'entend d'abord ? Je vous entends très bien. Et je suis ravi de vous retrouver, Pascal, responsable du groupe Hors-Site, qui propose de l'information, de la formation, du conseil aussi sur ces questions liées à la construction hors-site. Alors la première question, elle est simple, mais elle s'impose. Qu'est-ce qu'on entend exactement quand on parle de construction modulaire, Pascal ? Alors il faut faire un petit peu de vocabulaire. Quand on parle de construction modulaire en France, souvent on fait référence à la construction modulaire temporaire qu'on a connu dans des salles de classe, par exemple, par le passé. Aujourd'hui, la construction modulaire, c'est effectivement ce qu'on appelle de la construction modulaire volumétrique, des espèces de grosses briques de Lego avec laquelle on va construire des bâtiments. Mais ça fait aussi partie de ce qu'on appelle la construction hors-site ou le off-site building en anglais et les nouvelles méthodes de construction. Donc c'est un nouveau mode de pensée qui, bien sûr, utilise l'industrialisation et la préfabrication. C'est quelque part apprendre à construire des bâtiments, non plus en le faisant de toutes pièces sur le chantier, mais en préfabriquant des éléments dans une usine, dans un atelier, dans de meilleures conditions, et en les livrant et les assemblant rapidement sur le chantier. Et ça, bien sûr, ça va nous donner des perspectives d'amélioration considérable de la productivité et également de réduction de l'impact carbone. Elle nous est posée par Quadio Abou de la société B6. Quels sont les défis de la construction modulaire? Quels sont les principaux défis qu'elle doit relever, cette construction modulaire? Alors en fait, la construction modulaire, c'est quelque part un nouveau langage. C'est de la préfabrication, c'est de l'industrialisation de la construction. Et c'est un changement culturel, c'est un changement des organisations. Techniquement, aujourd'hui, dans le monde entier, on voit des exemples incroyables. On sait monter aujourd'hui, par exemple, construire des tours de plus de 40 étages en construction modulaire. Donc techniquement, on sait faire. Par contre, c'est un bouleversement culturel. C'est-à-dire que si on déroule nos habitudes de la construction classique et traditionnelle sur le chantier, si on conçoit nos bâtiments comme d'habitude et qu'on essaie ensuite de les construire en construction modulaire, ça ne marchera pas. Donc il faut dès le départ intégrer les méthodes et les règles de l'industrie, notamment ce que l'on appelle le DFMA. Le Design for Manufacture, on doit concevoir pour préfabriquer et ça fait une vraie différence. On y reviendra certainement. Alors, vous restez avec nous, on aura l'occasion de vous solliciter à nouveau, évidemment. On va rejoindre Josué Gillet. Alors, Josué Gillet, je veux savoir d'abord si la liaison est bien établie avec lui. Est-ce que vous m'entendez, José? Il est architecte associé chez 2A Design et normalement, il devrait être avec nous pour répondre à une question qu'il connaît bien, puisqu'il pratique lui-même la construction modulaire depuis plusieurs années.
Il pourrait y avoir... bonjour à vous, vous m'entendez d'abord ? Oui, je vous entends très bien, j'espère que vous m'entendez également. Mieux, ce serait trop. Il pourrait y avoir confusion, Josué, entre modulaire et modulable, alors que les choses soient claires. Expliquez-nous. Alors oui, on va se lancer dans une petite explication de sémantique, je dirais. Ce sont deux termes qui semblent proches, mais qui sont complètement différents, le modulaire et le modulable. Tout ce qui est modulaire, on va parler là de projet modulaire lorsqu'on utilise un module, une unité de base qui sera répétitive, qu'on va venir préfabriquer dans les modules dans un atelier. On appelle ça le hors-site ou le off-site en anglais. C'est une préfabrication qui va se dérouler sur une succession de pas de travail sur un module, comme on l'a dit, répétitif, puis on va les transporter, puis les assembler sur site pour en finalité créer un bâtiment qui sera lui-même composé de plusieurs modules. Le terme modulable, quant à lui, ça va décrire un projet dont l'usage pourra évoluer dans le temps, dans son usage, dans son utilisation de cet espace intérieur, par exemple. C'est une demande fréquente qu'on a de la part de nos maîtres d'ouvrage aujourd'hui en tant qu'architectes, et c'est également quelque chose qui peut se faire en corrélation avec un projet modulaire. D'une clarté absolue. Merci beaucoup. Vous aussi, vous restez avec nous, on aura besoin de vous dans quelques minutes. Je vais me tourner vers Hervé Dalle, qui lui se trouve à mes côtés dans ce studio qui a été aménagé pour l'occasion dans les locaux d'Eiffage Construction. Hervé, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Hervé est directeur du développement d'Eiffage Construction Industrie. Ce qui nous intéresse, Hervé, c'est de savoir quelles sont les formes exactes que peuvent prendre la construction modulaire. La construction modulaire est une grande famille qui elle-même est composée de deux familles principales dont on va parler uniquement ce soir. La première, c'est la construction en 3D, 3 dimensions, et la seconde en 2D. En gros, la 3D, c'est un élément complet qu'on viendra livrer sur le site, et le 2D, c'est un élément qui sera monté, puis démonté et livré flat pack sur palette ou sur camion, et qui sera ensuite érigé et monté sur site. Donc 3D et 2D. Absolument, c'est aujourd'hui les deux principales familles que l'on a dans l'industrialisation. Ensuite, on a segmenté, on a hiérarchisé ensuite les rangs et on a mis rang 1, rang 2, rang 3. Les rangs 1 aujourd'hui sont des éléments que l'on vient fabriquer en usine, entièrement terminés, qui eux-mêmes assemblés vont en fin de compte donner un bâtiment complet. C'est ce que vous voyez actuellement à l'image, où on a livré des modules de chez 3D Design, en fin de compte pour faire un bâtiment complet. Ensuite, nous avons le rang 2. Le rang 2 est un élément fabriqué également en usine, qui est une salle de bain ici. C'est une salle de bain qui est fabriquée Eiffage Construction Industrie, HVA Concept et Wahoud, qui elle-même est un sous-ensemble des rangs 1. Cette salle de bain, en fin de compte, que de travail depuis d'ailleurs la salle de bain en plastique qu'on a peut-être tous connue dans des motels. Aujourd'hui, voilà où on arrive techniquement à ce genre de produit, où on vient livrer donc ces sous-ensembles, soit sur un chantier, soit différemment en B2B avec des industriels qui viendront mettre eux-mêmes cet sous-ensemble dans un ensemble complet. Et puis la troisième famille, c'est la dernière, qui va être en fin de compte tout le reste, par exemple nos amis de cousins de Eiffage Énergie Système qui fabriquent des modules, des pieuvres, etc. en électricité, en énergie, qui viendront elles-mêmes alimenter. Donc soit le module complet qui est posé, soit un élément de ce module qui est à l'intérieur, soit des éléments qui viennent s'agréger au fur et à mesure. Une question qui nous parvient de Rémi Thiebaud, Eiffage Énergie d'ailleurs. Tiens, c'est la maison qui s'adresse à la maison, comme quoi. Les nouvelles constructions bois, nous demande Rémi Thiebaud, est-ce qu'elles s'apparentent aussi, avec une partie de préfabrication, à de la construction modulaire ? Alors bien sûr, dès le début, le bois a été mis directement dans les projets. Il y a maintenant 7-8 ans, chez Eiffage Construction, on a livré des modules entièrement en 3D, en CLT, dans les résidences Jean Jouzel, qui lui-même, effectivement, est un bâtiment complet, RT 2012-40, donc techniquement important. Et donc le bois, effectivement, est un des éléments les plus importants aujourd'hui. Les salles de bain Wahoud sont effectivement d'Eiffage Construction Industrie, des éléments qui ont des FDES d'ailleurs. Dominique Pierre de la société Kitea.com s'adresse à nous. Il nous dit « Quid du modulaire à plat manu portable ?» C'est le 2D, ça, non ? Alors, c'est le 2D, c'est exactement ça. C'est ce qu'on le fait de plus en plus. Alors, à petite échelle, c'est un élément que l'on viendra pour la rénovation, notamment, lorsqu'on peut passer par des ouvertures qui ne peuvent pas supporter un module 3D. Et donc, on vient démonter, remonter à l'intérieur du site. Pascal Chazal, on va vous retrouver de l'autre côté de l'écran avec la perspicacité qui vous caractérise. Est-ce que la construction modulaire est un procédé nouveau ? Est-ce que c'est révolutionnaire ?
Non, alors la construction modulaire n'est pas quelque chose de nouveau. Elle a été employée de tout temps. Elle a été employée notamment dans la période des 30 Glorieuses après-guerre. On a beaucoup utilisé la préfabrication pour construire. On l'a aussi beaucoup utilisé pour la construction temporaire, on le disait tout à l'heure. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les acteurs qui viennent vers la construction modulaire, ils viennent avec les outils d'aujourd'hui, avec le BIM, avec la robotique, la conception générative, la conception paramétrique, voire même l'intelligence artificielle, qui va nous permettre finalement ce que tout le monde recherche aujourd'hui, c'est d'être capable de préfabriquer, mais de préfabriquer des bâtiments qui se ressemblent pas tous comme on les faisait après-guerre. On veut aujourd'hui des bâtiments parfaitement spécifiques, parfaitement adaptés à leur environnement. Et ce sont les outils digitaux, les outils modernes et la robotique qui vont permettre à l'industrialisation de nous offrir des bâtiments parfaitement adaptés avec de très hauts niveaux d'industrialisation. Donc ça n'est pas nouveau. Tout change, mais rien ne change au fond. C'est bien ça. On est effectivement dans une évolution, mais une évolution qui va très très vite. Il faut se rappeler quand même que le numérique et le digital, c'est quelque chose de tout nouveau. Hein. Souvenons-nous quand même que les iPhones, ça fait guère plus de 10 ans. On voit bien à quelle vitesse ça va aujourd'hui. Et dans le domaine de la construction modulaire au niveau mondial, au niveau international, on voit des acteurs du digital très puissants qui arrivent sur le marché, qui investissent dans des usines. Autodesk, par exemple, qui vient d'investir 75 millions de dollars dans Factory OS aux États-Unis, mais on voit aussi des acteurs comme Facebook, comme Google, qui sont en train d'investir dans ce monde-là. Donc, on peut penser que ça va s'accélérer très, très rapidement, le mouvement. Merci beaucoup. Alors, la période est pleine de contraintes, mais elle nous a permis quand même de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, et notamment de traverser la Manche, comme on va le faire à l'instant, et d'essayer de joindre l'ami Nigel Fraser. Nigel Fraser est évidemment installé dans le sud-ouest de l'Angleterre. Il est le cofondateur de Build of Site. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. C'est très sympa de nous consacrer ce moment. On voulait savoir, Nigel, et vous êtes bien placé pour nous répondre, savoir si en ce moment, de l'autre côté de la Manche, la construction modulaire était en développement et notamment si elle était encouragée par les autorités, par le gouvernement. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de momentum en ce moment et c'est conduit un peu par le gouvernement, pas exclusivement, mais en grande partie. C'est vrai que le gouvernement ici a trois politiques, trois stratégies qui sont très supportifs des systèmes de modularisation et les moyens pour construire les choses au site. On a une stratégie pour l'industrie en général qui a une tendance de pousser dans cette direction pour améliorer la productivité, pour améliorer la sécurité, pour travailler dans les usines. Il y a aussi, c'est plus facile d'obtenir les résultats de performance en termes de l'environnement, l'utilisation d'énergie, etc. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le gouvernement a une tendance de le supporter, y compris pour la balance de commerce international et aussi parce que comme c'est un grand client pour le secteur de construction, il souhaite avoir beaucoup plus de renseignements, le numérique, vous avez déjà touché. Maintenant, il demande de plus en plus les modèles BIM pour chaque bâtiment, chaque installation qu'il commande. Donc, il y a ça qui encourage la tendance de faire de plus en plus au site. Mais il y a aussi un document qu'ils ont publié en décembre qui explique comment il va acheter les projets de construction dans l'avenir. Et ça encore renforce cette tendance. Nigel, juste une question. Est-ce que vous considérez, puisque vous connaissez aussi la construction en France, est-ce que vous considérez que la France est en retard par rapport à l'Angleterre dans ce domaine de la construction modulaire? Honnêtement,
j'imagine qu'il y a les différences entre les secteurs. Par exemple, à mon expérience qui est un peu limitée en France, mais j'ai vu beaucoup de construction modulaire pour les après la guerre et avec le secteur des hôtels et comme c'était montré précédemment, il y a beaucoup d'ensembles, de salles de bain et les choses comme ça où la valeur est relativement concentrée. Nigel, merci beaucoup. On sait que votre temps est précieux. Vous avez accepté de nous consacrer ce moment. Si vous pouvez nous suivre le plus possible, on est ravis. En tout cas, merci d'avoir été avec les équipes d'Eiffage Construction dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, Yann Champion. Yann Champion, vous le connaissez peut-être, il est architecte associé au sein du cabinet Aubo à Bordeaux. Il devait être sur ce plateau à nos côtés, mais confinement oblige, conditions sanitaires compliquées. Il a fallu qu'on l'enregistre en dernière minute. Et voilà la question que je lui posais il y a encore 2 heures de ça. Alors, d'abord, Yann Champion, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on en revient à la construction modulaire ? Pourquoi, par exemple, Eiffage Construction a ressenti le besoin d'aborder cette question aujourd'hui de la construction modulaire ? Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment pas une mode, c'est vraiment un moyen pour faire face en fait à toutes les contraintes qui ont sans cesse d'évoluer. D'abord, les réglementations thermiques, les réglementations d'accessibilité, les délais, tout est de plus en plus contraint. Et on a besoin de ne plus faire que chaque chantier soit un prototype sans cesse renouvelé. On a vraiment besoin de moyens pour améliorer la qualité des constructions. Et du coup, le recours à la construction modulaire, ça permet effectivement d'aller plus loin dans les études, de développer, de travailler, de sortir de Tour d'Ivoire et d'aller vers les autres en collaborant avec des ingénieurs, des industriels et de mettre au point des prototypes, souvent numériques, justement pour éviter tous les aléas qu'on peut trouver sur le chantier. Donc, la construction modulaire, ça répond à améliorer la construction, la qualité des constructions. On réduit les délais et les nuisances de chantier et on réduit l'impact de carbone en évitant le gaspillage. Chaque élément est étudié en finesse. On aura l'occasion de retrouver Yann Champion pour d'autres questions, encore une fois avec ce système d'enregistrement. C'est comme ça, il n'a pas pu faire autrement. Une question qui me parvient à l'instant, je la relais, c'est une question posée par Éric Combeau qui veut savoir pourquoi la maison individuelle n'est plus cliente de ce type de système de construction. Est-ce que Hervé Dalle peut y répondre ? Alors, il y a bien avant moi un célèbre comique qui avait répondu avec ses maisons cage à lapin. Et en fin de compte, effectivement, c'était un contre-exemple de ce que peut être la construction modulaire et en construction industrialisée. Aujourd'hui, ça a été effectivement un bas coût dès le début, une organisation totale. Rien n'avait été prévu en fin de compte au niveau de durabilité. Seul le profit avait été calculé. Et donc aujourd'hui, il y a eu énormément effectivement de dégâts là-dessus. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on commence à avoir dans les pays scandinaves 80% des maisons aujourd'hui individuelles sont industrialisées. Donc c'est un phénomène qui déjà arrive en France. Encore une question qui nous parvient. Quels sont les matériaux employés par le hors-site ? Acier, bois, béton ? Hervé ? Aujourd'hui, ils sont tout. Le bâtiment symbole aujourd'hui chez Eiffage Construction, c'est Hyperion. On voit bien que la tour Hyperion a été constituée d'un noyau béton, de bois, d'acier à Bordeaux. Aujourd'hui, la meilleure des solutions sera, personne la connaît aujourd'hui, ce sera forcément un hybride. Il va falloir prendre ce qu'on a de meilleur dans chaque système, de façon aujourd'hui construire le meilleur bâtiment. Aujourd'hui, on n'a pas de limite vraiment au niveau du type de matériaux dans l'industrialisation. Alors, le contexte est globalement posé. On va pouvoir s'intéresser à des volets plus technique et on va le faire en convoquant l'expertise de mon voisin de droite sur ce plateau. C'est Maxime Jonker, le jeune directeur de B3 Ecodesign. En un mot, si vous pouvez nous présenter la structure que vous dirigez. B3 Ecodesign, c'est une structure qui est spécialisée dans la construction de bâtiments à partir de containers maritimes recyclés. Filiale d'Eiffage. Filiale d'Eiffage Construction. Alors, question très précise, quelles sont les étapes de la construction modulaire par rapport à la construction traditionnelle ? Tout d'abord, je voudrais rappeler que construire en modulaire, c'est construire un bâtiment. Donc, qui dit construire un bâtiment dit que dans l'ensemble, c'est les mêmes étapes.
Mais si je devais essayer de résumer les différences, j'essaierai d'en pointer, on va dire 3. La première, on va plus parler de produits plutôt que de projets. En effet, quand on parle de bâtiment, d'habitude, on voit un objet, un tout. Là, quand on va parler de construction modulaire, on va voir un objet qui est lui-même composé de sous-ensembles. Ces sous-ensembles ont été préfabriqués, industrialisés, et donc c'est par assemblage de ces ensembles qu'on va concevoir et construire le bâtiment. Donc c'est plus le produit qui amène le projet. Ensuite, c'est dans le timing. On fige les choses beaucoup plus rapidement dans le hors-site et dans le modulaire. En effet, on fige les choix techniques, même les choix clients très en amont. Le but étant d'industrialiser un objet, il faut que tout soit calé. Et puis après, il y a un aspect logistique qui est vachement anticipé. C'est assez simple à comprendre. Si par exemple, on anticipe mal les choses et qu'on ne voit pas certaines choses, on peut avoir des problèmes de livraison et de logistique et tout simplement ne pas pouvoir livrer les objets préfabriqués, donc il n'y a pas de chantier, quoi. Donc on pense plus projet que produit, l'exécution est plus rapide, enfin les choix techniques sont plus figés tôt, Oui. et puis le phasage et la logistique sont évidemment maîtrisés en amont, sans quoi rien n'est possible. Autre question, la construction modulaire est-elle forcément synonyme de BIM? Est-ce que Hervé Dalle peut y répondre? On est tous persuadés qu'il n'y aura pas de BIM réussi, de construction modulaire réussie sans le BIM. Aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure un petit film qui résume une animation, qui résume d'où on part et jusqu'où on peut aller. Mais juste avant, je voudrais un peu de nostalgie. Je viens de la construction navale et je voudrais juste faire un tout petit parallèle par rapport à ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la construction navale, un paquebot de 6000 personnes est construit entre 36 et 38 mois. Études comprises, un bâtiment de 7000 personnes. Il est bien évident qu'à ce degré d'industrialisation, les études ne sont bonnes qu'à une condition, si elles sont bonnes du premier coup. Aujourd'hui, tout le monde travaille en même temps sur la même maquette. Vous voyez l'exemple tout de suite. Aujourd'hui, on livre 100, 120 chambres complètes sur du module ça, c'est du complet. 3D, hein, c'est ça ? Ça, c'est du 3D, effectivement, par rapport à ces éléments. Donc, ces monstres de technologie, et j'engage vraiment tous les bureaux d'études, etc. Allez visiter STX à Saint-Nazaire, c'est vraiment un élément important que je crois que tout le monde devrait faire parce qu'ils ont réussi à combiner des tas de techniques aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui être mises sur la construction d'un bâtiment. Je voudrais juste donner un exemple maintenant sur la construction de BIM. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la construction? Voilà un bâtiment qui est construit 100% préfa, en 2D, 100% béton, dans lequel la maquette est entière. C'est-à-dire, on est sur un BIM 5, c'est-à-dire que l'intégralité des fluides ont été... tout le monde a travaillé sur la maquette en même temps. Vous voyez la salle de bain HVA Concept qui est à l'intérieur. L'ensemble des connectiques et des films ont été mis dedans. Et aujourd'hui, on arrive à la totalité. Alors, il faut savoir que dans notre métier, quand on livre un bâtiment, on donne des dossiers de recollement. Ici, c'est fini. C'est-à-dire qu'on avait des tonnes de papier qui étaient donnés. Et ici, on va donner un fichier à un client qui va pouvoir aujourd'hui, dans la vie du bâtiment et plus tard, juste cliquer sur le robinet. Et par magie, il va avoir en lien directement une fiche technique du produit avec ses qualités, ses produits, ses références, ses disponibilités, etc. Là, on est intégré depuis le début. Donc, la maquette est entièrement faite et tout le monde travaille en simultané sur ces maquettes numériques. Toute la synthèse est faite. Nous, industriels, on récupère HVA Concept, récupère tous nos plans de nos salles de bain et on vient récupérer directement les datas pour donner directement à nos robots de découpe les dimensions des panneaux. Voilà, donc la boucle est bouclée. On a intégralement depuis le début jusqu'à la livraison. Jusqu'à la maintenance, parce que cet outil-là est formidable aussi pour la maintenance. Exactement. Question posée à Maxime, quels sont les acteurs de la construction industrielle? Alors sur le chantier traditionnel, on connaît le conducteur de travaux, le chef de chantier, le compagnon, le maître compagnon. Sur le modulaire, comment ça se passe? Eh bien, il y a certains acteurs qui sont les mêmes. Un conducteur de travaux, c'est un responsable de prod. Un chef de chantier, c'est un chef de ligne. Bref, on retrouve des choses similaires. Par contre, la vraie différence réside dans des compétences spécifiques qui sont intégrées et donc qui gravitent autour de la ligne de production. C'est des choses qu'on retrouve par exemple sur les grands chantiers. C'est des sortes d'organisations. Et par exemple, c'est un responsable qualité, un responsable technique, un logisticien. Donc toutes ces personnes gravitent
gravitent autour de la ligne de production. Et puis, au même titre qu'un bâtiment a besoin de compagnons pour être construit, eh bien, sur la ligne de prod, on retrouve des opérateurs spécialisés. La différence, par contre, c'est que quand les compagnons arrivent au fur et à mesure, donc avec des compétences qui au fil de l'eau, donc à savoir le gros œuvre, le clos et couvert, et ainsi de suite, bien, sur une ligne de production, l'ensemble des opérateurs sont là, sont à leur poste, et c'est pas eux qui vont au chantier, mais c'est le chantier qui vient à eux. C'est la différence. Alors, question importante aussi. Est-ce qu'il y a un intérêt sociétal, social, dans la construction industrielle, Hervé Dalle ? Alors oui, Gabi, on a plusieurs points. Le premier, c'est effectivement de participer à l'effort qui est demandé par le gouvernement de réindustrialiser nos régions. On a aujourd'hui malheureusement des tas de friches industrielles qui existent, et aujourd'hui de reprendre du personnel effectivement du chantier, de l'amener dans l'industrie, permet en fin de compte de redynamiser des régions. On l'a vu avec B3 Ecodesign, qui aujourd'hui ont repris une activité, un chantier, une usine PSA. On le voit avec HVA Concept et FH Construction Industrie qui ont repris un ancien site Moulinex, effectivement, qui a été repris pour cette activité. Ensuite, on a des tas d'avantages. Le premier que l'on met en avant aujourd'hui, dont on n'est pas peu fier, c'est qu'on a pu redonner à des métiers qui étaient réservés aux hommes sur des chantiers, carreleurs, plombiers, etc. On a pu redonner à nos collègues féminines de reprendre effectivement ce métier, se réadapter ces métiers qui sont de la plomberie, de l'électricité et tout ça dans une usine au sein. Donc c'est effectivement un point hyper important. Ensuite, on a au niveau qualité de travail, il est évident, de qualité de vie, il est évident que travailler dans une usine qui est chauffée et qui est à l'abri des intempéries, c'est un peu plus facile. Voilà l'exemple d'un carreleur qui n'est pas à genoux, voilà, donc on a moins effectivement de problèmes au niveau de la santé de nos collaborateurs, puisqu'effectivement ils travaillent à niveau, etc. Et donc ça permet ensuite effectivement de travailler dans une usine dans des conditions plus acceptables. Le troisième point, c'est d'utiliser plus facilement des matériaux durables au niveau du développement durable. Voilà ce que l'on fait avec Jacques Bouillot, par exemple, sur la partie développement. Donc, ce sont des salles de bain en bois dans lesquelles on développe, effectivement, qui sont des éléments bas carbone, qui sont de base plus faciles à utiliser, effectivement, dans une usine. Donc, sociétalement, tout ça, on y retrouve. On a une meilleure gestion des déchets, puisqu'on peut, effectivement, plus facilement faire les tris que sur un chantier. Bien, pas mal d'avantages en termes social, environnemental. On va y revenir forcément. Une question de Guillaume Dufour d'Asso Systèmes. Quels sont les impacts de l'approche modulaire sur les organisations existantes ? Alors, je traduis avec mes mots. Est-ce qu'il faut s'attendre à une révolution pour tout le secteur ? Je m'adresse à la technique. J'interpellerai Pascal Chazal sur cette question, juste après avoir interrogé Hervé. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, on va s'apercevoir que on ne pourra pas tout faire et du même coup. Donc, aujourd'hui, c'est un mouvement de fond. On sent bien que c'est une lame de fond. Donc, on va être obligé de modifier, effectivement, pas mal de choses, de réapprendre, de faire des formations dans nos usines sur des métiers qui avaient disparu en usine, qui étaient réservés aux bâtiments. Et on a des tas de choses, effectivement. C'est que le début, mais on y croit fortement. Pascal Chazal, je disais que c'était une question qui pouvait vous intéresser. Est-ce qu'il faut s'attendre à une révolution pour l'ensemble du secteur ou bien c'est quelque chose qui va évoluer en parallèle par rapport à tout ce qui se fait en traditionnel ? Non, je crois que ça va changer la donne parce qu'on va apprendre à fabriquer dans des usines des composants à forte valeur ajoutée qui intègrent de nombreux métiers. On a vu un personnel féminin qui fait du carrelage, par exemple. On n'en voit pas souvent sur le chantier. Et le fait d'être capable d'apporter sur le chantier des éléments à très forte valeur ajoutée va bousculer un certain nombre, bien sûr, de métiers et d'organisations, va bousculer des modèles économiques. Certains systèmes vont devoir évoluer. Mais c'est déjà parti. On voit par exemple avec FH qui a appris à intégrer en interne de la production, par exemple de salles de bain ou de modules avec B3 Ecodesign. Ça peut être des systèmes d'intégration, mais ça peut être aussi des systèmes de collaboration, de partenariat. On voit des acteurs, par exemple des contractants généraux qui vont passer des deals ou qui vont s'associer avec des fabricants de modules. Donc oui, ça perturbe un petit peu effectivement nos manières de travailler habituelles. Merci Pascal. Une question qui nous parvient à l'instant de Christophe Georget, ou qui me pardonne la prononciation, en tout cas il travaille chez Velux. Compte tenu de des réglementations contraignantes, comment aborder un sujet
avec des matériaux sans avis technique, sans ces fameuses fiches. Alors Hervé. C'est assez amusant puisque aujourd'hui c'est vraiment le problème à l'inverse que j'ai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, industriels, on va frapper à la porte des différents établissements et puis on leur dit voilà, nous voulons passer des FDES, des avis techniques, etc. Et c'est le cas des FDES. Aujourd'hui, on passe sur des modules complets des FDES et puis on demande simplement qu'on ait la même chose en comparatif. Et là aujourd'hui, eh bien, faut avouer qu'aujourd'hui, les gens du traditionnel, pour faire une chambre en FDES ou une salle de bain en FDES, on n'a pas beaucoup de répondants. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de facilité à avoir des FDES extrêmement précises puisque les éléments sont extrêmement précis en usine. Et puis deuxièmement, sur l'aspect effectivement matériaux et avis techniques, on passe, nous, tous, pratiquement, des avis techniques et en fin de compte, tous nos produits sont passés au CSTB et on développe ces éléments-là. Alors, encore une question pour Pascal Chazal, sans doute, qu'on va retrouver. Quelle est la place, nous pose un internaute qui nous regarde, quelle est la place des 560 000 PME du bâtiment dans ce modèle ? En toile de fond, il y a quand même l'idée qu'elles sont bousculées, à tout le moins. Alors effectivement, c'est une inquiétude qu'on peut avoir, c'est quelle place vont trouver les petites entreprises dans ce nouveau modèle ? Eh bien en fait, je pense qu'elles ont véritablement toute leur place. D'abord, on le voit régulièrement, on a vu des entreprises de charpente, par exemple, qui se sont mis il y a une trentaine d'années à faire de l'ossature bois. L'ossature bois, c'est de la construction en site. Et puis maintenant, ces entreprises de charpente, eh bien, pas plus bêtes que les autres, elles se disent, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin ? Et elles apprennent, par exemple, à fabriquer des modules et à faire venir dans leurs ateliers des collègues plombiers, électriciens, et du coup, elles sont capables de livrer des produits à très forte valeur ajoutée. Ça, c'est une des voies, et c'est une des voies qui est en développement dans la charpente bois, dans la charpente métallique, dans le béton également. Il y a des entreprises de maçonnerie qui sont en train d'investir dans leurs propres usines de fabrication modulaire. Mais la deuxième voie, c'est la collaboration avec l'industrie. Les plombiers, par exemple, ont appris à poser, à raccorder des salles de bain produites par FH ou HVA ou Baudet ou d'autres. Eh bien, peut-être demain, apprendront-ils à poser des modules de chambres d'EHPAD ou de chambres d'étudiants, à les raccorder proprement et en assurer la maintenance. Donc, c'est une des évolutions, je pense, des entreprises de bâtiment à intégrer cette notion de préfabrication, soit en interne, soit par collaboration avec des industriels. Alors, il y a des idées reçues, des on-dit, des a priori tenaces autour de la construction modulaire, et s'il y a bien une chose dont il faut se méfier, c'est bien des idées reçues, d'où la séquence qui suit, le vrai du faux. Quelques affirmations et quelques réponses, vraies ou faux, de la part de nos intervenants. Première question pour Hervé Dalle. La qualité est meilleure en modulaire qu'en traditionnel. Vaste débat. C'est vrai ou c'est faux ? Vaste débat. Aujourd'hui, on ne va pas faire l'affrontement entre les deux, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, mes collègues de la construction font des choses admirables en traditionnel, ce n'est pas le propos. La vraie différence que l'on a, nous, c'est la reproductibilité de tout ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes fabricants de clones. C'est-à-dire que dans notre usine, toutes les salles de bain vont se ressembler, les épaisseurs de joints vont se ressembler, non pas parce qu'on est là-dessus, mais c'est parce qu'on travaille avec des moules, on travaille avec des systèmes numériques. Sur un chantier, on est plutôt au centimètre, sur une usine, on est au millimètre. Donc ça vous donne l'écart de rapport par rapport à ça, et donc la reproductibilité est hyper importante chez nous. Maxime Jonker, si je vous dis les nuisances sur chantier sont moins importantes en modulaire qu'en traditionnel, vous dites vrai ou faux ? C'est vrai puisque enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que de quoi on parle ? Quand on parle de nuisances, on parle de bruit, de poussière, etc. Et ça, c'est vachement lié à la partie qu'on va appeler le clos et couvert sur un chantier traditionnel. Et donc, quand on fait de la construction modulaire ou de la construction hors site, donc par définition, c'est hors site. Donc, qui dit hors site, ça veut dire que ces contraintes, ces nuisances, sont ramenées à l'intérieur d'une usine qui, elle, est indépendante et donc, on va dire, à l'abri des regards des riverains. Et donc, ça permet d'évacuer ces nuisances. Ensuite,
même si c'est pas le cas tout le temps. Il y a certaines constructions modulaires qui sont légèrement plus légères que du traditionnel, ce qui permet d'avoir un impact au sol plus faible, donc moins de fondation, moins de terrassement, donc moins de poussière. Et enfin, il y a l'aspect de transport. Tout au long du chantier, on va être livré donc des matériaux, du matériel. Quand on fait du hors-site, c'est plus par à-coup. Donc c'est plus important d'un coup, mais c'est maîtrisé et donc on peut communiquer autour, c'est moins une nuisance, on va dire, c'est maîtrisable. Dans les villes, la circulation est moins perturbée par un chantier qui a été conçu en hors-site. Oui, c'est le cas, puisqu'on arrive à limiter le nombre de camions. C'est pareil au niveau des opérateurs qui vont dans une usine et non pas dans un chantier à l'intérieur. La plupart des usines sont à l'extérieur des agglomérations. Ça limite les nuisances. Oui. Pascal Chazal, je m'adresse à vous toujours pour une affirmation. Vous me dites vrai ou faux, la construction modulaire représente un gain de temps. Oui, alors clairement, la construction modulaire, notamment la construction modulaire volumétrique, va représenter des gains de temps très importants. Et c'est bien facile à comprendre puisqu'on va déplacer un certain nombre de tâches dans l'usine qui vont être réalisées en temps masqué par rapport aux tâches qui vont être réalisées sur le chantier. Donc, il est assez courant de constater qu'une construction modulaire volumétrique va réduire le chantier d'à peu près 50%. Donc, c'est très important. Un chantier qui pourrait durer 2 ans, eh bien, il va durer seulement 1 année, et c'est 1 année de gagné, bien sûr, pour l'exploitation du bâtiment et en nuisance pour les riverains. Et je rajouterais à ce il a été dit à l'instant, c'est que un chantier traditionnel, finalement, c'est beaucoup de transport parce que les ouvriers, malheureusement, ils habitent en général relativement loin du chantier et la construction modulaire volumétrique peut diviser par 5 le nombre de transports, donc ce qui est bien sûr excessivement important et intéressant pour la ville et pour les riverains. Attendez, restez avec nous Pascal, parce qu'une question nous est posée en direct et je pense qu'elle peut vous intéresser. C'est une affirmation. David Carvalho nous dit la construction se focalise sur l'objet bâtiment et non pas sur les usages et l'expérience. Vrai ou faux ? Alors justement, je pense que les grandes réussites qu'on peut voir aujourd'hui dans le domaine de la construction modulaire volumétrique, on peut citer par exemple l'hôtelier hollandais Citizen M, on peut citer par exemple Urban Splash en Angleterre et bien d'autres. En général, ce sont justement des équipes, des entreprises qui ont des réussites formidables parce qu'ils se sont intéressés avant tout aux usages. Et que la manière de construire en construction volumétrique et modulaire, c'est une réponse technique, mais la première chose et le grand travail qu'ils ont fait, c'est de travailler sur l'expérience utilisateur et c'est de travailler sur les usages. Et si on ne fait pas ça dans une vision d'industrialisation de la construction, on va se planter parce qu'on va faire un produit qui ne répond pas aux attentes du marché. Donc David Carvalho a raison de nous mettre en garde en tout cas. Hein. À 100%. Hervé Dalle, les taux d'accidents sont moins importants en usine, en modulaire, que sur les chantiers, vrai ou faux ? Alors Gabi, vous m'auriez posé cette question il y a 10 ans, on n'aurait même pas répondu. C'est-à-dire que l'écart était tel qu'effectivement, de fait, là-dessus. Aujourd'hui, les efforts qui ont été faits par la construction, nos collègues de la construction, ont été énormes. Et aujourd'hui, ils arrivent à talonner certains établissements. Seul aujourd'hui, le taux de gravité peut être effectivement pris en compte sur le nombre d'accidents de travail grâce aux efforts colossaux qu'ils ont pu faire sur les chantiers. Et je leur rends hommage. L'écart se réduit très, très fortement. C'est intéressant tout ça. Hervé, Pascal Chazal, la construction industrielle est par définition bas carbone, vrai ou faux ? Alors, en fait, on va d'abord pouvoir utiliser plus facilement dans une usine des matériaux renouvelables ou recyclables. Des matériaux comme le bois ou comme l'acier sont faciles à assembler en usine. Donc, c'est le premier point. Le second, c'est que dans une usine, on va pouvoir utiliser exactement les matériaux dont on a besoin. Quand on livre sur un chantier, on a toujours la crainte que les matériaux soient abîmés, qu'ils soient volés, qu'ils se perdent ou qu'ils s'abîment. Et donc, on va toujours livrer un petit peu plus de matériaux que prévu. Et en général, ces quelques matériaux livrés en supplément, ils terminent dans la benne. Donc, on va dire d'une manière générale, oui, il y a une meilleure utilisation des matériaux et on est plus efficace, effectivement, dans une usine que sur un chantier.
Maxime Jonker, on peut construire en modulaire partout. Vrai ou faux ? C'est vrai. Très basiquement, on prend l'objet qu'on préfabrique, on le met sur un camion et on l'envoie un peu partout. Donc ça, c'est la vision basique. Mais attention quand même au bilan carbone. Donc il y a des solutions pour gérer ça. Par exemple, on peut utiliser des solutions ferrées. Donc le train, si le gabarit de l'objet s'y prête. Et puis après, on peut être un peu plus extrême, je dirais, en déplaçant l'usine. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? C'est qu'il suffit de créer des ateliers déportés, ou alors des ateliers qu'on appelle forains dans la profession. Et ça permet d'industrialiser une partie de ce qu'on fait, mais dans un endroit plus proche du chantier. Donc c'est par exemple ce qu'ont fait les amis de chez Savard, spécialisés dans la construction bois, dans le cadre de la réalisation du chantier du nouveau lycée de Clermont-Ferrand. Donc ils ont réalisé les murs ossature bois directement sur place, à travers un atelier déporté. Ce qui est bien en plus, c'est que ça a favorisé l'emploi local et l'utilisation de matériaux biosourcés qui ont été pris localement, donc en l'occurrence la paille. Donc c'est une vraie démarche bas carbone dans l'ensemble. Alors une question complémentaire posée par Fabrice Leca, Simpson Strong Tie. Comment développer précisément l'idée de l'usine mobile ? Je la complète, c'est très cher de faire ce genre de choses. Alors, ça demande en effet des investissements. Déjà, c'est plus facile de le faire dans le cadre du 2D que dans le cadre du 3D. Les investissements ne sont pas les mêmes. Après, néanmoins, quand on fait de la construction hors site ou modulaire ou industrialisée, ça répond à des standards. Donc, qui dit des standards, ça veut dire que c'est reproductible. Donc, à travers de la formation et des investissements qui vont bien, c'est tout à fait possible. Question qui s'affiche sur mon écran et qui nous est posée par quelqu'un qui n'a pas signé, mais qui a quand même des idées derrière la tête. Modulaire veut dire construction en usine, mais veut-il dire également délocalisation en Chine, Hervé ? Oui, c'est dommage que cette personne n'ait pas eu effectivement l'idée juste avant. Renault vient de fermer 3 usines aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de pièces, parce que ça vient de Chine. Alors effectivement, on voit qu'aujourd'hui, à l'inverse, il y a un vrai problème de réglementation. C'est-à-dire qu'on aura un risque effectivement de livraison modulaire qui viennent des pays en Occident. Il y a eu des tentatives. Pour arriver au niveau, ce que disait tout à l'heure Maxime, c'est que nos bâtiments sont un vrai bâtiment. On respecte l'intégralité des normes et effectivement aujourd'hui, c'est un vrai frein pour posséder cette tactique et cette technique citée pour arriver effectivement à copier des bâtiments. Maxime, on peut tout construire en modulaire ou pas ? Alors non, on ne peut pas tout construire en modulaire. On peut faire plein de choses en modulaire, mais on ne peut pas tout construire. L'idée, c'est que l'offre est assez vaste de manière générale. On peut faire du logement individuel, du logement collectif, du logement étudiant, logement d'urgence, de l'hôtellerie, du tertiaire, etc. C'est assez vaste tout ce qu'on peut faire quand même. Pascal Chazal, j'ai envie de vous poser la même question. Vous aviez l'hier plus ouvert, vous capable de dire on peut tout faire. Alors en fait, il y a deux choses. Si on parle de la construction modulaire volumétrique, effectivement, on va être limité par la dimension de transport des modules, mais on voit de par le monde des choses absolument incroyables. On voit par exemple des Allemands qui savent construire des hôpitaux. On voit des Anglais qui savent construire des tours jusqu'à plus de 40 étages. On voit vraiment des choses tout à fait étonnantes. Mais si on sort de la construction modulaire volumétrique, si on parle de construction hors site, donc de la notion de préfabriquer des choses dans une usine, alors là, quelque part, tout devient possible. On a des exemples que l'on connaît tous. L'Empire State Building, par exemple, qui a été construit dans les années 30 en 13 mois, vous pouvez imaginer, ou bien la Tour Eiffel, ou bien la Fondation Louis Vuitton, qui a été préfabriquée en grande partie. C'est en fait une question de maturité des entreprises, maturité des équipes, mais on s'aperçoit que si on se dit, eh bien finalement, au lieu de tout faire sur le chantier, est-ce qu'on ne pourrait pas préfabriquer un certain nombre de choses dans un atelier ou dans une usine ? On s'aperçoit que finalement, on peut pousser les limites très loin. Il y a par exemple un chantier naval finlandais qui a livré à Dubaï les plages de la piscine de la tour Ag Khalifa, je crois, qui est une piscine sur la mer. Cette plage de piscine fait 130 mètres de large par 120 mètres de long. En dessous, il y a un centre commercial de 5000 mètres carrés. Et ça a été préfabriqué en Finlande par éléments de 800 tonnes chacun,
qui ont été livrés par bateau et installés en quelques semaines. Donc, vous voyez, les limites, elles sont difficiles à trouver. Maxime, dans le domaine énergétique, la construction modulaire répond aux mêmes normes et certifications que la construction traditionnelle ? C'est tout à fait vrai. C'est d'autant plus vrai que, encore une fois, quand on dit construction modulaire, on parle de construire des bâtiments. Le mot modulaire, ça veut juste dire c'est le moyen de construire. Donc ça répond aux mêmes normes de manière générale, donc que ce soit normatif d'un point de vue DTU ou Eurocode. En termes de performance énergétique, on répond à la réglementation thermique, on répond à ce qu'on appelle maintenant l'expérimentation +C-, donc toutes ces démarches bas carbone, et puis les labels, donc du HQE, du BREEAM et des choses comme ça. Tout pareil. Stéphane Gélibert de Hérémont nous dit quid du modulaire dans la rénovation énergétique ? Ça s'y prête plutôt bien. Alors, on ne peut pas tout faire, encore une fois. Hervé parlait de 3D qui ne peut pas rentrer dans certains bâtiments tout à l'heure. Mais par contre, par exemple, le 2D, ça s'y prête bien, notamment dans la rénovation des façades, de l'enveloppe des bâtiments, qui est un vrai souci sur le parc français. Donc, les façades préfabriquées en bois, par exemple, qu'on vient accrocher aux façades existantes, c'est tout à fait possible et ça s'y prête très bien. Une question qui nous est posée par Christophe Gabrielli de Apave à Marseille. Quelle est la stabilité au feu et le degré coupe-feu des constructions modulaires ? Lequel de vous deux peut répondre rapidement à ça ? Je peux en prendre une partie. Aujourd'hui, lorsqu'on a démarré les premières constructions en CLT sur du module 3D, on a dit avec Jacques Bouillot qu'on allait faire également la cage d'escalier et les ascenseurs en bois, effectivement, ça a été un vrai choc. On a été obligé de faire des tests. On a brûlé énormément au CSTB. On a fait énormément de tests au feu. Et aujourd'hui, comme sur Hyperion, à Bordeaux, comme sur là, on a été obligé de faire des tests. C'est là où l'apprentissage aujourd'hui est. Et on va investir et on aura de toute façon la même catégorie qu'un bâtiment classique. Très rapidement, Maxime. C'est un peu comme Hervé. En gros, oui, c'est un sujet. On le traite avec des techniques, on trouve des astuces, on fait des essais. Il n'y a pas de souci. Je m'adressais il y a 2 heures de ça, je crois, à notre ami Yann Champion, dont je vous disais qu'il était dans l'impossibilité d'être en direct avec nous. Écoutez. Autre affirmation, Yann Champion, le prix en modulaire est plus élevé qu'en traditionnel. Vrai ou faux ? Faux. Pour moi, c'est le rapport qualité-prix qui est amélioré. Ça ne coûte pas plus cher d'avoir recours à la construction modulaire. Par contre, on augmente la qualité. Le fait de mettre au point la construction en amont permet de faire des économies d'échelle. Par exemple, à l'agence, on travaille à intégrer un certain nombre d'éléments comme les fenêtres, les garde-corps, les portes, ce qui vous permet d'éviter en fait tous les garde-corps provisoires de chantier. Ça, c'est un détail, mais en fait, ça vous permet d'avoir une vision globale du chantier et de pouvoir faire des vraies économies aussi bien en coût qu'en matière, puisque vous allez éviter d'utiliser un certain nombre de choses. Donc, c'est un vrai impact carbone également. Dans un deuxième temps, en construction modulaire, ça ne coûte pas plus cher, au contraire, et ça s'étudie au niveau du coût global. Aujourd'hui, quand on construit une résidence étudiante de 100 logements en à peine 7 mois, on gagne quasiment 1 an en fait sur la sortie des logements. Donc c'est 1 an où moi je suis pas sur un chantier et c'est 1 an de loyer en plus pour les maîtres d'ouvrage pour qui on travaille. Ça permet d'avoir des étudiants en septembre qui sont prêts et qui rentrent 1 an avant en fait dans leur logement. Donc c'est un vrai gain. Maxime, autre affirmation, la construction modulaire vivra moins longtemps qu'une construction traditionnelle. Alors là, c'est faux, clairement. Encore une fois, une construction modulaire, c'est une construction d'un bâtiment qui répond à des normes. Et au même titre qu'un bâtiment traditionnel est conçu et fabriqué pour durer une certaine durée, donc traditionnellement 50 ans, et c'est pareil pour le modulaire, donc là-dessus il n'y a pas de souci, on a les mêmes obligations, il y a une décennale, une biennale, c'est pareil. Josué Gillet, qui doit être avec nous dans les starting blocks pour nous répondre, question précise, ou affirmation plutôt, tiens, les archis n'ont aucune marge de manœuvre, de créativité dans le modulaire. Bien là, c'est faux et c'est clairement faux. Les architectes
compte une marge de créativité dans la construction modulaire. Je dirais même plus, je dirais qu'aujourd'hui, ça fait partie des enjeux principaux de la construction modulaire, l'architecture. Si je prends l'exemple, par exemple, de Clément Gillet, mon frangin qui était le fondateur de B3 Ecodesign, lorsqu'il a lancé le développement de son entreprise, l'architecture n'était pas une option. Elle a même d'ailleurs toujours été un point majeur et qui a permis à son entreprise de se développer. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modulaire est en train de sortir de l'image péjorative qu'on lui a attribuée auparavant. Mais pour en sortir, aujourd'hui, il faut y mettre des moyens. Donc l'architecte a une énorme part à prendre dans le succès des réalisations modulaires. Il doit arriver sur le projet avec un ensemble de connaissances spécifiques, je dirais. Par exemple, il doit montrer une vraie appétence pour le système constructif utilisé. Il doit vraiment s'y intéresser en profondeur. En s'y intéressant, il arrivera à avoir une collaboration très étroite avec l'industriel pour faire un travail de ping-pong avec lui. Il doit aussi comprendre les tenants et les aboutissants de la préfabrication. Il va avoir un cahier des charges qu'il devra bien connaître. C'est un petit peu un cadre pour son dessin, une trame, il doit parfaitement la maîtriser. Tout comme il va devoir maîtriser les détails d'exécution de l'entreprise, les standards de fabrication. C'est comme ça qu'on parle aujourd'hui dans l'industrie du modulaire. Il doit connaître tout le process d'atelier qui permettra à l'entreprise de maîtriser sa production pour aboutir au projet. Il aura en fait un ensemble d'informations qu'il devra assimiler. Et je pense qu'une fois qu'il aura... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un ovni sur la planète Archi, là, en disant tout ça ? Ouais, peut-être, c'est possible. c'est intéressant parce qu'on aime souvent, en tant qu'architecte, produire une image architecturale un petit peu singulière, un petit peu qui va se distinguer des autres. Et si on arrive, par le biais d'une conception poussée et de proximité avec la personne qui va produire, avec l'industriel qui va produire le projet, alors là, on arrive à quelque chose d'extrêmement satisfaisant parce qu'on maîtrise un projet dans ses moindres détails, on aboutit à une image qualitative à la fin, quoi. Parfait. La prochaine fois que vous allez à l'ordre des architectes, allez-y blindés parce que vous risquez d'être reçus. Mais en tout cas, nous, on vous croit ici parce que votre témoignage est précieux. Les exemples que vous avez donnés étaient assez édifiants. Une question que j'ai posée tout à l'heure à Yann Champion. Tiens. Autre affirmation, l'intérêt du modulaire, c'est le fait que le système est duplicable. Vrai ou faux ? Oui et non, tout dépend de l'échelle sur laquelle on regarde en fait le côté duplicable. La nature, par exemple, c'est un système modulaire qui est largement duplicable. On le voit dans l'ouvrage de Peter Stevens, Les formes dans la nature. Mais il ne s'agit pas de répéter toujours la même chose à l'échelle du bâtiment. Au contraire, c'est d'aller chercher des combinatoires complexes. Et c'est cette combinatoire qui va créer une diversité. On ne peut pas répondre toujours de la même manière avec une répétitivité comme ça a été fait dans les années précédentes. Aujourd'hui, en fait, le système duplicable, oui, mais sur des éléments de détail qui nous permettent d'être dupliqués dans un élément d'ensemble qui modifie la forme finale, mais qui permet d'aller très très loin dans le modèle petit. Donc tout dépend de l'échelle dans laquelle on regarde. Mais effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on met au point un système, ce système, on peut le répéter et on peut. C'est un élément d'essai-erreur en fait. Vous allez améliorer sans cesse votre travail. Mais par contre, à la sortie, ça ne peut pas être pareil. On ne peut pas construire la même chose à Dunkerque ou à Marseille ou à Bordeaux. Vous avez une histoire du lieu, vous avez une question qui est posée, qui est différente. Donc forcément, votre réponse doit être adaptée. L'intérêt du modulaire, c'est un système qui est duplicable, mais sur mesure. Duplicable, mais sur mesure. Alors, des questions très rapides, parce qu'autrement, on va exploser le chronomètre. Pour Hervé, d'abord, comment est-ce que vous gérez la connexion des fluides sanitaires et chauffage en préfa entre modules ? Alors là, on a mis au point, enfin, c'est vraiment le plug and play, c'est-à-dire effectivement, chacun vient, nous on vient avec des attentes, etc. Et donc les gens sur les chantiers vont simplement se connecter. Il faut vraiment prendre ça, vraiment l'idée du plug and play, c'est-à-dire qu'entre modules, tout va être, il y aura juste de la connectique qu'on est en train de développer avec nos cousins de Eiffage Énergie Système. Romain Schwermans veut savoir pourquoi il y a si peu d'offres en modulaire béton en France. Le béton étant pourtant le matériau maître chez nous.
Oui, alors aujourd'hui, il y a beaucoup maintenant d'offres en modulaire. Enfin, je vois des entreprises comme VGA, Cirprefa, qui fabriquent aujourd'hui avec Obo des EHPAD, des maisons de retraite, des résidences étudiantes, du social, etc. en profil béton. Le béton avait, il y a quelques mois encore, mauvaise cote. Aujourd'hui, effectivement, les bétons bas carbone arrivent sur le marché, et donc pour établir là-dessus. Donc, que mes collègues se rassurent, il y aura toujours du béton, et les gens font énormément d'efforts pour avoir des bétons bas carbone. Mais du béton bas carbone où on travaille un peu le liant et le ciment notamment. Exactement. Alors, une question qui peut être posée à Pascal Chazal, si on peut le joindre. Pascal, en fin de vie du bâtiment, il est plus facile de déconstruire ce bâtiment quand il est en hors-site. Est-ce qu'on arrive à joindre Pascal et est-ce que cette question l'inspire d'une manière ou d'une autre? Pascal Chazal. Oui, elle m'inspire beaucoup parce que de tout temps, en fait, l'homme a construit plutôt avec des matériaux locaux, la pierre, le bois, la terre. Et quand les bâtiments étaient trop vieux, on récupérait les pierres et le bois et on recommençait. On était dans de l'économie circulaire. Et l'arrivée du béton d'après-guerre qui a rendu de grands services puisqu'on a réussi à reconstruire la France. En fait, c'est ce qu'on appelle la construction en dur, quelque part, et qui, elle est pas démontable. Et quand on arrive en fin de vie des bâtiments, il faut casser. Les filières de recyclage ne sont pas forcément existantes et c'est assez complexe. Par contre, avec la construction modulaire, on va aller vers de l'assemblage sur le chantier. Et donc, si on a assemblé, on va pouvoir désassembler. Et là, je vais vous citer un exemple qui est très loin, c'est le Japon. Le Japon a recommencé après-guerre avec l'automobile, et pour loger les ouvriers de l'automobile, ils ont créé des usines pour fabriquer des maisons modulaires. Le premier qui l'a fait, c'est Toyota, mais aujourd'hui, il y a très grands acteurs au Japon de la construction modulaire. Ça fait 60 ans qu'ils fonctionnent, et ils sont capables de vous offrir une maison avec une garantie constructeur de 65 ans. Oula. Comme une voiture, c'est le même type de garantie que sur la voiture. Et ils sont capables de vous offrir la démontabilité de votre maison. Quand vous en avez marre, eh bien, ils viennent la démonter. Et il faut 6 heures en moyenne pour démonter une maison, pour faire repasser les modules dans une usine de recyclage où on va recycler 80% des matériaux. Et donc là, on est de retour dans l'économie circulaire. Bah dites donc, Pascal, une autre question qui nous parvient, quelle sera la place du modulaire dans les années à venir? Alors, vous n'avez pas la capacité de lire dans la boule de cristal, mais grosso modo, quelle sera la place du modulaire dans les années à venir? Écoutez, les grands cabinets comme McKinsey, Boston Consulting, etc., nous prédisent une explosion de ce marché. Ils nous parlent de 20% de part de marché à horizon de 2030. Bon, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais je pense que la proportion va être tout à fait considérable de part de marché prise par la construction modulaire dans les années à venir. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire une confidence. Dans les coulisses, on me dit « continuons », alors que le temps s'écoule, mais on se régale. Alors, vous connaissez la phrase « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». C'est Reverdy qui disait ça. Ah ben, pour le sujet qui nous intéresse, c'est la même chose. Il n'y a pas de construction modulaire, il n'y a que des preuves de construction modulaire. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, Jérôme Flot devrait nous rejoindre. Jérôme Flot est fondateur et directeur immobilier solidaire de Solidev. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Solidev, vous me coupez si je dis des bêtises, assistant maître d'ouvrage qui accompagne les bailleurs sociaux, c'est essentiellement ça. Les bailleurs sociaux, les associations, les promoteurs, les investisseurs solidaires, le spectre est assez large. Et vous voulez nous conduire cet après-midi du côté de Périgueux, ce qui est plutôt une bonne idée au regard de la température qui règne ici. L'enjeu à Périgueux, pour le dossier que vous voulez nous présenter, c'était un enjeu d'urgence. C'était quoi? Il fallait loger 50, 60 personnes? Alors, on était effectivement sur un projet de personnes en situation d'exclusion qui étaient hébergées dans des chalets mobil-hommes dans des conditions un petit peu difficiles depuis quelques années.
Et avec la reprise d'une association qui était les Chalets du Cœur par l'association Halte 24, on a dessiné et développé un projet justement de bâtiments modulaires en 3D qui justement pouvaient se construire de manière très rapide pour, dans un premier temps, sortir les personnes et en plus rajouter des places. Yann Champion, on s'est intercalé. Les containers donc vous ont séduit. C'est quoi l'argument qui a joué ? Alors, le projet n'était pas forcément fait pour être développé en container au départ. L'idée était de faire de la construction 3D et on a travaillé avec un architecte, avec le cabinet Moon Architecture, pour avoir un cahier des charges qui s'adapte quelque part à presque tout type de construction. Et lors de la consultation des entreprises que nous avons réalisée pour l'association Halte 24, l'entreprise B3 Ecodesign a répondu avec son principe de container qui a parfaitement rempli les attentes de l'association et même à la limite on a eu un rebond qualitatif puisque les logements étaient prévus à minima avec des chambres qui faisaient 9 mètres carrés qui est le minimum dans les centres d'hébergement d'urgence et on s'est retrouvé avec des logements qui sont passés de 9 à 11, on va dire 11,5 mètres carrés, ce qui a permis d'avoir même un accueil qualitatif des personnes hébergées. Quel prix au mètre carré et quel délai surtout pour confirmer ce qu'on disait sur le prix et le délai tout à l'heure ? Le prix, effectivement, on est sur quelque chose qui tourne, alors tout compris, fondation, VRD, on est sur 1 500 € du mètre carré sur la surface de plancher. Et en termes de délai de réalisation, c'est un projet qui s'est réalisé en préparation de terrain en janvier 2020 et qui, malgré le Covid, s'est réalisé en l'espace de 9 mois puisqu'on a livré le bâtiment donc au mois de septembre 2020. Est-ce que vous considérez que le hors-site est la réponse à l'hébergement d'urgence ? C'est pas forcément la seule réponse, mais c'est une très bonne réponse dans le sens où effectivement c'est quelque chose qu'on peut produire vite, qui amène de la qualité et qui permet là aussi d'avoir des bâtiments qui sont sur le plan, on va dire, de la consommation énergétique et plutôt très très qualitatif. Donc ça permet par rapport notamment à l'utilisation parfois temporaire de bâtiments qui sont des passoires énergétiques, d'avoir des bâtiments qui sont pour le coup des vrais bonus pour les associations et qui permettent justement de mettre un peu plus d'accompagnement social et de nourriture pour les personnes hébergées. Donc c'est un vrai gain. Pas de réticence de la part des maîtres d'ouvrage, culturelle, j'allais dire. Dès l'instant, et je rejoins, on va dire, les interlocuteurs, dont notamment Josué Gillet tout à l'heure, dès l'instant qu'on met de l'architecture sur les projets, finalement, le module disparaît au profit d'une trame structurelle. Donc pour moi, il n'y a pas de véritable enjeu. C'est effectivement la preuve par l'image, la preuve par la démonstration. Moi, ça fait depuis 2015-2016 que je construis quasiment un bâtiment modulaire par an. Et à chaque fois, on construit des démonstrateurs qui séduisent les maîtres d'ouvrage et qui leur permettent d'imaginer des projets en construction hors site au sens large du terme, que ce soit en container, en module bois, en module mixte bois-métal. Tout est intéressant à étudier. Merci beaucoup, Jérôme Plot, pour ce témoignage. Merci mille fois. Assigné, vous connaissez peut-être Assigné, c'est une jolie commune qui est située à 10 km à peine de Rennes et qui fait partie des 43 communes de la métropole rennaise. Et on va essayer de se connecter à son maire, Olivier Dehaze, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Votre témoignage, monsieur, nous intéresse d'autant plus que vous ne vous présentez pas comme un militant acharné du modulaire, mais vous êtes un pragmatique et un maire ouvert et curieux, visiblement, et vous avez fait appel au modulaire, apparemment d'abord pour répondre à l'exigence de ce PLA de la métropole. Alors, on a effectivement un programme local de l'habitat à Rennes Métropole qui est ambitieux, puisqu'il prévoit environ 4000
un peu plus de 4000 constructions neuves par an, 4000 logements neufs par an, répartis dans l'ensemble des communes de la métropole, et puis surtout avec l'ambition de loger chacun selon ses besoins. Loger chacun selon ses besoins, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des formes urbaines variées et des typologies et des types de logements variés. Donc à Assigné, dans le cadre de ce programme local de l'habitat, on s'est engagé sur de la construction d'un programme qui s'appelle Maison plus Jardin, qui est de sortir des maisons individuelles à un prix plafonné maximum de 220 000 euros TTC, terrain compris, maison terminée. Et en plus, comme on a des ambitions en termes de transition énergétique, on souhaitait pouvoir produire ces maisons avec un label Passive House. Et c'est donc dans ce cadre-là qu'on s'est tourné dans le cadre de notre consultation de constructeurs vers B3 Ecodesign qui a été retenu. Alors on voit sur la photo effectivement l'arrivée d'un container sur le chantier et donc ces maisons labellisées passives à prix plafonné, elles ont été livrées en décembre, elles sont toutes occupées, il y en a 8 et on avait désigné le constructeur il y a à peu près un an, un peu plus d'un an puisque un an avant, un petit peu moins d'un an avant, et le chantier a vraiment démarré au mois de mai. Ça a été livré, c'est habité. Est-ce que la satisfaction est au rendez-vous, en termes notamment énergétiques ? Alors, ça a été vendu très rapidement. Je crois que en quelques semaines, les 8 maisons étaient vendues. Aujourd'hui, j'ai plutôt des bons retours, une grande satisfaction des habitants qui sont contents. Alors, on a des maisons à un prix défiant toute concurrence avec un label Passive House. Alors, on avait déjà eu des expériences de construction modulaire à Assigné dans le passé pour des maisons. Et je trouve que pour ce type de maison avec une très bonne performance énergétique et un prix de sortie plafonné, le modulaire est vraiment une bonne solution. Ça permet de maîtriser les délais, ça permet d'avoir des performances énergétiques très intéressantes et donc c'est ce qui nous a conduit à renouveler en modulaire sur ce programme. Et même si on ne le fera pas de manière systématique parce qu'on veut pouvoir diversifier les produits en termes de logement et les formes urbaines, je pense qu'on pourrait être amené à refaire des programmes de ce type-là. Monsieur le maire, dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment, j'allais presque dire politiquement, d'avoir pris des risques en faisant appel à des procédés comme celui-là ? Alors, pas vraiment, puisque en fait, on était sur un nombre de maisons limité et on ne fait pas la totalité de notre production de logements neufs en modulaire. Donc, quelque part, on savait qu'on aurait une commercialité sur ces maisons et qu'on rencontrerait une clientèle. On prendrait un risque si on faisait que ça tout au long de notre production. Là, encore une fois, comme l'objectif, c'est vraiment d'avoir des formes urbaines variées et des logements très divers pour que chacun puisse trouver logement à son choix, on ne prenait pas vraiment de risque avec 8 maisons. Il faut vraiment avoir cette notion de diversité et de production adaptée à la commercialité, à la clientèle et à la population. Si on s'occupe et se préoccupe de cela, on ne prend pas vraiment de risque. Merci mille fois, monsieur. Surtout dans une métropole en développement. Oui, comme Rennes, et ça fait partie effectivement des grandes métropoles en développement dans le pays. Merci beaucoup pour ce témoignage. Christophe Dupuis est acheteur catégorie bâtiment au groupe Orpea. Christophe Dupuis a dû nous rejoindre. Il est, si je ne me trompe pas, dans les Hauts-de-France à l'heure actuelle. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous. Que de personnes qui ont la chance d'être dans leur bureau sans masque. Nous sommes en train de bouillir, mais c'est comme ça. Alors Orpea, quelques mots pour vous présenter, même si la structure est connue, leader mondial dans le domaine des maisons de retraite médicalisées, des cliniques de soins de suite et de réadaptation, des cliniques psychiatriques, résidences services seniors, 360 établissements, quelque chose comme ça, 35 000 lits, c'est ça ? C'est ça, à peu près, en France métropolitaine, oui. Et donc vous avez fait appel, vous, à ces fameuses cabines HVA dont on a vu quelques images tout à l'heure. La question est évidemment de savoir pourquoi un acheteur comme vous, vigilant sur les prix notamment,
est allé voir Hervé et lui a dit « Moi, je veux des cabines comme ça ». Eh bien, c'est probablement parce que Hervé était en capacité de répondre parfaitement aux besoins qui sont les nôtres et à nos attentes, tout en ayant, ma foi, un prix parfaitement raisonnable. Moi qui suis acheteur, je ne devrais pas dire ça, mais je vous le dis quand même, pour l'occasion. Donc la réponse à un besoin qui nous a permis d'accroître à la fois le confort et la sécurité dans nos salles d'eau. Et donc, pour nos résidents et nos patients. Et on se rapproche dans ces cabines-là d'un confort maison, c'est ça ? Littéralement, pas tout à fait, puisque nous sommes contraints d'adapter l'accessibilité de la cabine, mais effectivement, oui, dans le confort, c'est ce qui est recherché, s'en approcher le plus possible, tout en restant naturellement adapté à l'usage qu'on doit en faire. Christophe Dupuis, tout à l'heure, on prétendait qu'en termes de délai et de construction, on était beaucoup plus performant en modulaire qu'en traditionnel. Est-ce que dans ce cas-là, vous confirmez ? Alors, c'est pas une assertion, c'est une réalité. L'un de vos intervenants en a parlé tout à l'heure. Oui, effectivement, on va plus vite dans ce domaine-là, pour ce qui concerne la salle d'eau en tout cas, en utilisant du préfabriqué plutôt qu'une méthode traditionnelle. Puisque dans une méthode traditionnelle, vous allez avoir un certain nombre de corps d'état qui vont se croiser dans un espace, ma foi, assez restreint, 3,50 m à 4 m² au sol. Ce qui n'est jamais bon pour le délai des chantiers, d'une manière générale. Et ce qui génère en principe un peu plus de réserve quand on fait appel à des lots de corps d'état séparés. En termes de qualité, quel est le résultat final ? Eh bien, on a une qualité parfaite en l'occurrence, sans réserve à la réception, ou peu sans faux. Une qualité qui correspond exactement à nos attentes. Donc pour ce qui nous concerne, on est totalement satisfait. Une adaptabilité également de la part de ce fournisseur qui nous a accompagnés dans la composition des différentes salles d'eau que nous mettons en place par rapport aux exigences qui sont les nôtres en termes d'exploitation pour adapter le produit à l'usage qu'on va en faire aux patients, aux résidents. Et le volet bas carbone qui est le fil conducteur de notre rendez-vous, est-ce que vous êtes satisfait des résultats dans ce domaine-là ? Alors, à ce jour, je n'ai pas de reproche particulier à faire à Eiffage sur le sujet. On est en pleine étude, comme beaucoup de sociétés, sur le bas carbone, mais également la responsabilité sociétale des entreprises à tout niveau. Des pistes sont en cours d'étude et devraient aboutir assez rapidement durant l'année 2021. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'en tant qu'acheteur, vos fournisseurs sont passés au tamis de leur capacité à répondre aux exigences bas carbone dans leur offre ? Oui, c'est absolument nécessaire. Ça participe d'une responsabilité de tout un chacun, et y compris de l'acheteur. Juste une dernière question. Est-ce que vous allez avoir d'autres projets de modulaire, que ce soit avec Eiffage ou d'autres, dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent ? Vous voulez dire au-delà de la simple salle d'eau ? Oui, est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin ? Alors, effectivement, on a engagé des discussions avec HVA sur ce sujet qui n'ont pas encore abouti. Mais c'est une idée pertinente, de mon point de vue. Merci beaucoup, Christophe Dupuis, pour votre témoignage. Merci de nous avoir rejoints entre deux rendez-vous. Cette émission touche à sa fin, évidemment. On n'a pas tout traité. J'ai essayé, autant que faire se peut, de rapporter les questions que vous avez posées. Tout ceci sera visible et revisible en replay à partir de demain. Donc n'hésitez pas à retrouver cette émission. Prochain rendez-vous fixé dans les semaines qui viennent. On verra quel thème, mais en tout cas, le bas carbone sera au rendez-vous. Je tiens à remercier évidemment Marie-Claire Deslauriers, Fanny Pringot, Laure Céleste, toutes les équipes de la com d'Eiffage, et puis nos amis techniciens qui ont réussi cette prouesse de nous faire jongler depuis les Hauts-de-France jusqu'à Marseille, etc. Merci à tous, belle soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le bas carbone.